Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique chimie, toujours dans le thème numéro 4 en des signaux. Et donc pour terminer et conclure le chapitre sur les ondes mécaniques, comme vous avez pu voir il n'est pas très long, nous allons donc réaliser un petit exercice type bac concernant les ondes mécaniques. Mais pas que, vous allez voir, on va revoir un petit peu quelques notions d'énergie, à savoir l'énergie mécanique, mais aussi l'énergie électrique, puisque dans le sujet nous allons aborder le train à grande vitesse. Oui, certains vont se dire, il n'arrête plus, ça faisait longtemps. Donc oui, ça faisait longtemps que je vous en parle. Voilà, enfin il y a un sujet là-dessus, donc c'est sympa. Donc ça va vous permettre un petit peu de voir que derrière les trains il ne se passe pas que des histoires, il y a aussi beaucoup de physique. Donc là au moins c'est sympathique. Voilà. Alors du coup, sujet sur le TGV à grande vitesse. Donc là, pareil, ce que je vais faire, enfin ce que vous allez faire plutôt, si vous êtes motivé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Donc je vous mets le sujet, hein, encore une fois, il est là. Donc vous mettez la vidéo en pause, vous regardez un petit peu le sujet, les questions, vous appropriez ensemble. Et donc après, vous essayez de les faire petit à petit. Voilà. Alors, normalement, vous avez 1 heure pour faire ensemble. Donc voilà, si vous voulez faire ensemble, prenez vraiment le temps de bien le faire. Sinon, si vous n'avez pas trop envie, hein, c'est pas grave. Essayez de voir au moins ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et on corrige petit à petit. Sur ce, donc, correction. Alors du coup, on va pas lire tout le texte, tout ça. Donc je pense que vous l'avez lu de vous-même. Voilà. Et donc, on va directement passer aux questions. Et après, s'il faut, on reviendra sur les documents dès qu'il faudra le faire. Alors du coup, exercice numéro 1. Donc l'onde qui se propage dans la caténaire est progressive et mécanique. Rappelez donc la définition d'une onde progressive, puis indiquer ce qui permet de la qualifier de mécanique. Alors du coup, on rappelle rapidement, hein, donc là c'est du cours, qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique, une onde progressive, pardon. Une onde progressive, c'est une onde qui va se propager de proche en proche, vous vous rappelez bien. Et pourquoi ici on peut la qualifier de mécanique? Parce que tout simplement, elle traverse cette onde, donc tout simplement, elle est, comment dire, elle va pas se propager dans le vide, elle se propage pas dans l'air par exemple. Ici, elle se propage pas plutôt dans l'espace, dans ce cas-là. Ici, on voit que cette onde-là, elle va se propager dans un matériau, plus précisément au niveau de la caténaire. Et la caténaire étant un matériau, du coup, c'est pour cela qu'on peut la qualifier de mécanique. Voilà, donc les deux éléments indiqués dans la réponse. Donc tout d'abord, on rappelle la définition d'une onde progressive. Donc c'est une onde qui se propage de proche en proche. Ok, bravo. Alors attention, ici donc on a parlé d'ondes progressives. À pas confondre avec les ondes mécaniques, parce que je vois certains qui pourraient faire l'erreur. Les ondes mécaniques, ce sont des ondes dont la perturbation va se répéter à l'identique et ce à intervalle de temps identique. Non, attention, là on n'est pas sur ce type d'onde. Ici on vous a juste parlé d'ondes mécaniques progressives. Donc onde progressive, hein, c'est une onde qui se propage de proche en proche dans le milieu. Et ici en plus, ce qui permet de la qualifier de mécanique, c'est parce que cette onde va se propager le long de la caténaire, qui est un matériau, et non pas le vide du coup. Et donc voilà, ça permet de justifier qu'elle est mécanique. Alors deuxième question, il s'agit tout simplement à l'aide des petites animations qui vous sont indiquées. Donc la valeur, il s'agit de déterminer tout simplement la valeur de la vitesse de propagation de l'onde lors de la simulation. Donc pour cela, ça veut dire on cherche C. Donc on cherche C. Donc pour cela, on vous a donné tout simplement la durée ΔT. Donc ΔT, c'est égal le temps final moins le temps initial, c'est-à-dire donc 4,29 secondes moins 0,0 secondes, ce qui fait donc 4,29 secondes pour ΔT. Et pour la distance parcourue, donc là on peut le voir hein, d'après la règle, donc au niveau de la distance parcourue, donc pour D, pareil, la distance parcourue, ça correspond à la distance finale moins la distance initiale. Donc la distance finale, on est du 6,0, donc là ici c'est en centimètres, moins, donc tout simplement ici, ici on était sur du 0,6, ok, moins 0,6 cm, ce qui fait donc 5,4 tout simplement centimètres, qui est égal d'ailleurs ici. Donc là, du coup, on ne vous a pas donné de précision au niveau de l'unité. Donc là, on convertit la distance en mètres, ce qui fait donc 5,4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ok. On rappelle ensuite la relation pour déterminer C. Donc C, c'est tout simplement D divisé par ΔT. C'est donc égal la distance 5,4 10 puissance moins 2 qu'on divise par ΔT, donc 4,29 secondes. Ce qui veut dire que C est égal à la chose suivante. Donc là, quand vous effectuez le calcul, normalement, vous trouvez 1,3 fois 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Ok. Alors, du coup, troisième question, ce coup-ci, donc là, il s'agit tout simplement donc on dit qu'une deuxième simulation avec une valeur de tension plus élevée a permis de donner une valeur de célérité qui est égale à 6,3 fois 10 puissance moins 2
mètres par seconde. Indiquez donc l'influence du paramètre tension sur la célérité de l'onde. Dans ce cas-là, ici, vous avez vu que plus ici la tension était élevée, ok, elle était plus élevée que précédemment. Donc ça signifie que lorsque la tension est plus élevée, et tout simplement la vitesse augmente, la célérité augmente. Donc ainsi, le paramètre tension donc sur la célérité de l'onde permet de la faire augmenter ou de la faire diminuer, ok. Donc on remarque effectivement comme la tension est élevée, la célérité augmente. En effet, puisque l'onde ici est une onde mécanique progressive, si du coup tout simplement la tension augmente, c'est-à-dire que du coup l'onde elle va pouvoir se propager encore plus rapidement de proche en proche, et donc comme ça, ça va permettre une augmentation de la vitesse de l'onde. Alors, du coup, question numéro 4. Donc question 4, on demande de vérifier la cohérence de la relation donc, que je vous ai proposée juste en haut. Donc on va l'écrire rapidement. C'est égal, donc, racine carrée de t sur la masse volumique fois la surface. Donc, et on demande de vérifier la cohérence de cette relation avec les résultats obtenus lors de la simulation. Alors là, faites bien gaffe. Pour ceux qui sont chauds en physique, faites bien gaffe faites bien gaffe au niveau de cette question, parce que certains pourraient croire qu'il faut réaliser une analyse dimensionnelle. Attention, ici, ce n'est pas la question. Sinon, vous risquez même de vous embarquer dans quelque chose d'assez compliqué à votre niveau pour le moment. Donc, non, c'est pas le but. Ici, le but, c'est juste de voir si la formule, elle correspond plus ou moins au résultat qu'on a obtenu. Là, d'après la formule ici, on voit que la célérité est quand même proportionnelle donc à la racine carrée de t, parce qu'on peut aussi écrire cette formule de la façon suivante. C'est égal donc racine carrée de t sur racine carrée de rho fois s. Okay, puisque je rappelle racine carrée de a sur b, c'est racine carrée de a sur racine carrée de b. Donc ce qui signifie que la célérité de l'onde, elle est proportionnelle à la racine carrée de la tension. Et tout simplement, on peut voir qu'elle est inversement proportionnelle à la masse volumique du matériau qui constitue le câble, multiplié par tout simplement la section de la caténaire. Ok, bravo. Mais donc comme ici nous avons pu voir avec la simulation que plus la tension augmentée, la célérité augmente, le fait que du coup la célérité soit proportionnelle à la racine de t, cela tout simplement confirme et donc entre en cohérence avec cette relation-là, est bien cohérente avec les résultats obtenus par simulation. Voilà, donc la valeur de la célérité et donc la racine carrée de la tension sont proportionnelles. En effet, nous avons vu dans la simulation que plus la célérité augmente, plus la valeur de tension elle augmente aussi. On a vu une corrélation entre les deux. Ou même plus la valeur de la tension augmente, plus la célérité de l'onde augmente. Ce qui est bien cohérente avec la simulation. Alors, du coup, déterminer en mètres par seconde puis en kilomètres par heure la vitesse théorique maximale que ne doit pas dépasser un TGV en exploitation commerciale. Ok, bravo. Alors du coup, là, attention, vous allez voir, il y a une petite piège dans cette question pour ceux qui ne lisent pas tous les documents correctement. Alors, tout d'abord, ce qu'on va chercher, on va chercher C. Ok, donc question 5, tout bêtement, on cherche C. Ok, donc la célérité de l'onde de façon générale. Ok, donc du coup, C, on met ce qu'on en a comme données. Donc on a la tension qui est égale à 2,6 fois 10 puissance 4 newtons. On a donc la section S qui mesure 150 mm carrés. Ok, voilà. Alors là, attention, on est en millimètres carrés, donc on va devoir faire une petite conversion. 150 mm carrés, on va devoir le mettre en mètres carrés. Ok, voilà. Donc du coup, ici, ça fera 150 fois tout simplement 10 puissance moins 6 mètres carrés. Ok, alors pourquoi? Parce que alors pourquoi? On peut expliquer. Hein. Donc S, c'est pour passer du millimètre au mètre, vous vous rappelez, on multiplie par 10 puissance tout simplement moins 3. Mais comme, tout simplement on est en présence de mètres carrés, on va donc remultiplier ensemble par 10 puissance moins 2. Ok, bravo. Afin d'avoir un résultat donc on va tout multiplier par 10 puissance 2, pardon, afin d'avoir un résultat en mètres carrés. D'où 150 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. Ok, bravo. Et d'ailleurs, oui, niveau parenthèse, attention, là on va juste mettre la parenthèse au niveau de la puissance de 10 afin qu'il n'y ait pas de problème sur le carré, parce que sinon on va avoir un petit problème. Bon, donc là la petite conversion est faite, et donc on a la masse volumique du cuivre. Donc là la masse volumique du cuivre elle est bien dans la bonne unité. Donc ici c'est 8920 donc kg par mètre cube. Ok. Ensuite on applique la relation. Donc on se rappelle que c'est racine carrée de T sur ρ fois S. Ce qui veut dire C est égal donc racine carrée de la tension 2,6 fois 10 puissance 4 newton divisé par la masse volumique, donc 8920, que je multiplie par 150
fois 10 puissance moins 6. Ce qui veut dire que C est égal à la chose suivante, donc la célérité de l'onde du TGV en temps normal, donc est de 139 mètres par seconde. Ok, ce qui veut dire donc, on passe à la vitesse en km/h, ça fait 502 km par heure. Ok, puisque rappel, hein, c'est pour l'avoir en km/h, il suffit de faire 139 multiplié par 3,6 pour avoir en km/h. D'où 502 du coup ici. Ok, or, en théorie, donc là c'est la petite info qu'il fallait pas oublier, qu'il fallait bien regarder dans le texte en fait. En théorie, la vitesse du TGV ne doit pas dépasser 70% de la vitesse de propagation des ondes dans la caténaire. Donc du coup, en théorie, VTGV, c'est inférieur, donc à 70%. Donc, est inférieur à 70% de C. Ok, voilà. Autrement dit, maintenant, on va chercher la vitesse du TGV. Donc, VTGV est égal à 78% de C, ce qui veut dire donc 0,7 fois C. Ce qui veut dire que VTGV est égal, d'une part, alors on peut le faire dans les deux sens, donc du coup 0,7 fois 139, ce qui fait donc VTGV qui est égal ici à 97 mètres par seconde, ce qui veut dire que VTGV égale 97 fois 3,6 km par heure, ce qui veut dire que VTGV est égal donc tout simplement à 349 km/h. Alors du coup, vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi d'ailleurs en France, on a rarement... Vous comprenez peut-être mieux d'ailleurs pourquoi en France, quand il y a des TGV qui atteignent les vitesses de 500, 600 km/h, et c'est quand même un exploit. Et oui, c'est un exploit parce que ça veut dire que du coup, il y a dû avoir des modifications. Et justement, c'est l'objet de la question numéro 6. C'est l'objet de la suite d'ailleurs. C'est l'objet de la suite du sujet plutôt. Donc question 6 du coup. De comprendre vraiment quels sont les paramètres qu'on peut changer afin d'avoir une vitesse plus haute. Parce que oui, vous avez bien vu, hein, il y a des records de TGV. On arrive à des 574 km/h aujourd'hui en France. On arrive, à l'époque même c'est 515, maintenant aujourd'hui c'est 574, c'est énorme. Donc ça veut dire que forcément il y a eu des modifications. Et on va voir ça, question 6. Parce que oui, c'est quand même impressionnant, vous êtes bien d'accord? On a des TGV qui vont à 500 km/h, et pourtant s'ils sont constitués comme ça risque bien carrément de tout éclater. La caténaire elle va s'écrouler et donc elle va pas tenir face à cette vitesse. Donc question 6, on demande justement de proposer une argumentation d'une dizaine de lignes en indiquant quels paramètres les ingénieurs ont pu tout simplement agir afin de repousser le mur de la caténaire et ainsi franchir le TGV la barre symbolique des 500 km/h. Donc, on précisera dans le raisonnement bien évidemment les paramètres modifiés, le sens d'évolution de leurs valeurs, plus élevé ou plus faible, ainsi que le choix le plus approprié, et le plus économique. Alors du coup, question 6, pour réaliser cette question, on va s'appuyer tout simplement sur cette formule-là, donc la formule de la célérité. Donc C est égal à T sur racine carrée de T sur ρ fois S. Donc là, du coup, quels sont les paramètres qu'on peut modifier? Tout d'abord, premier paramètre qu'on peut modifier, c'est tout simplement augmenter la tension. Ok, en augmentant la tension, et du coup, ça veut dire que comme C et racine carrée de T sont proportionnels, et C augmentera. Ok, comme tout simplement C et racine de T sont proportionnels. Ensuite, donc deuxième étape, on peut très bien augmenter, attention, donc là on est en division, on peut très bien diminuer, donc tout simplement, la masse volumique du matériau. Ok, donc ça veut dire que comme là ici C et racine carrée de ρ, c'est inversement proportionnel, et du coup, C va augmenter. Ok, comme ici on a une proportionnalité inverse entre C et racine carrée de ρ. Ok, donc sont inversement proportionnels. Et enfin donc, troisième solution qu'on peut faire, c'est tout simplement également de diminuer la valeur de la surface. Ok, donc diminuer la valeur de la surface de la section. Ok, ça permettrait d'augmenter la vitesse, comme encore une fois, C et cette fois-ci racine carrée de la surface sont inversement proportionnels. Alors du coup, vous allez me dire, mais quelle est la solution la plus économique et la plus idéale afin de bien modifier les choses? Ok,
Bon, déjà, première chose, changer de matériau, bah, ça coûte quand même des sous. Ça coûte assez cher et c'est compliqué à faire, ok? Donc, changer de matériau, bon, je pense que vous êtes bien d'accord avec moi, c'est un peu compliqué, donc on va pas le faire. Après, également, faire diminuer la surface de section, ça peut devenir très dangereux. Parce qu'à un moment donné, bah, ça veut dire que la caténaire, bah, en fait, elle tient plus. C'est-à-dire que la caténaire, la vitesse de l'onde, elle va aller très très vite et ça peut la faire éclater. Donc, l'appareil, on va éviter quand même. Vous voyez, parce qu'on est dans le TGV, on veut la sécurité des voyageurs, donc même pour une expérience, d'ailleurs, on veut la sécurité quand même, on cherche la sécurité au maximum. Voilà, donc on va éviter. Donc on va éviter de faire éclater la caténaire et donc faire que le TGV, et bah, il meurt. Ok. Donc finalement, la solution la plus intéressante serait d'augmenter tout simplement la tension, tout simplement du câble, ok, puisque en augmentant la tension du câble, et bah au moins comme ça permet qu'il ne se casse pas déjà, premièrement, et deuxième chose, ça permet, et puis en plus c'est pas très cher, ça coûte pas, ça coûte beaucoup moins cher que de changer de matériaux ou même carrément faire diminuer la section. Voilà. Alors, question 7. À l'aide d'une approche énergétique, justifier le sens d'évolution de cette distance d'arrêt. Alors du coup là, dans la partie du sujet, donc dans la partie 2 du sujet, il est question maintenant du freinage d'urgence et de la distance de freinage, ok? Parce que oui, pareil, comme sur la route, en fait, bah, les TGV, il y a quand même une certaine logique au niveau du freinage d'urgence et de la distance d'arrêt, ok? Donc du coup, et bah, par conséquent, on va voir justement, tout simplement, comment on peut justifier le sens d'évolution de cette distance d'arrêt. Donc, on lit rapidement le texte quand même. Donc, on a un TGV commercial de masse ici, grand M égale 425 tonnes, qui roule à la vitesse V0 égale 320 km/h sur une voie que l'on supposera rectiligne et horizontale. Et donc, ce TGV, il doit effectuer un arrêt d'urgence. Et donc, la valeur de la distance nécessaire pour que le TGV puisse s'immobiliser, qu'on appelle distance d'arrêt, du coup, bah, à 320 km/h, elle sera de 3200 mètres, c'est-à-dire donc 3,2 km. Alors oui, d'ailleurs, petite parenthèse aussi, au niveau des TGV RER Transilien, au niveau des trains de Pour connaître la distance d'arrêt, il faudra donc prendre la vitesse à laquelle roule votre TGV ou votre RER ou votre Transilien de façon générale, et tout simplement, donc, vous multiplierez cette vitesse par 10, ok? Et ça vous donnera en mètres bah, la distance qu'il faudra pour que le train, le TGV, puisse freiner. Par exemple, un train qui roule à 90 km/h, bah, la distance nécessaire pour qu'il puisse freiner, elle sera de 900 mètres. À 160 km/h, bah, la distance pour que le train puisse freiner sera de 1600 mètres, à savoir donc 1,6 km. Et du coup, bah, dans le cas suivant, à vitesse de 320 km/h, bah, la distance nécessaire pour freiner, c'est 3,2 km. Oui, donc du coup là, vous remarquez que quand même, c'est assez conséquent. Un train comme ça, un train qui roule à 320 km/h, vous vous rendez peut-être pas compte, mais il faut 3,2 km. Ce qui voudrait dire, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, bah si, pour ceux qui habitent en région parisienne, là, je vous donne un ordre d'idée, pour ceux qui font du Saint-Leu-Bessancourt, la distance Saint-Leu-Bessancourt, donc c'est autour de 4 km à peu près, ok? Et comme c'est en ligne droite, même il doit avoir un peu moins. Donc, du coup, un TGV de façon générale. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais vous voyez que quand même, par exemple, pour ceux qui font du Bessancourt-Saint-Leu, c'est autour de 4 km. Donc du coup, si on roulait à la vitesse d'un TGV, ça serait quand même... Enfin, déjà, il faut savoir qu'un TGV, c'est pas un instant... Enfin, c'est comme une voiture, c'est comme vous en trottinette, vous ne faites pas une augmentation de vitesse instantanée. Ce qui veut donc dire que, bah, du coup, les 320 km/h, il faut quand même un certain temps, une certaine distance pour les atteindre. Déjà, d'une. Et de deux, bah, du coup, vous voyez que sur un Saint-Leu-Bessancourt, bah, on pourrait pas rouler à la vitesse du TGV du tout. Parce que ça voudrait dire que le train, à un moment donné, n'arriverait pas à s'arrêter. C'est pour ça que du coup, bah, selon les portions, on réduit la vitesse ou on augmente la vitesse. Pour rouler à des vitesses comme ça, en général, il faut au moins que les gares soient situées au moins à 25 km, quoi, ok, de distance, au moins. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va revenir au calcul bien physique pour justifier justement cette distance d'arrêt. Et donc, pour le deuxième cas, donc on a dit qu'au cours d'un second essai, donc dans la phase de préparation au record, un incident technique a déclenché le freinage d'urgence de la rame expérimentale de masse M égale 270 tonnes et roulé donc à une vitesse V1 égale 506 km/h. Et donc, il s'est immobilisé au bout de 15 km. Ok, bravo. Donc là, du coup, là, on demande de justifier à l'aide d'une approche énergétique le sens d'évolution de cette distance d'arrêt. Donc, du coup, question 7. Donc là, il s'agira de calculer EC1 et EC2. Ok, l'énergie cinétique dans le cas numéro 1 et l'énergie cinétique dans le cas numéro 2. Donc, du coup, on cherche C1, on prend les masses que nous avons. Donc ici, on a M égale 425 tonnes, ce qui fait 425 10 puissance 3 kg. J'ai également donc la vitesse V0
V0 égale donc tout simplement 320 km/h. Donc là, on divise bien évidemment par 3,6 pour l'avoir en mètres par seconde. Et donc comme ça sera bon. Ensuite, donc j'ai la vitesse ici. Je rappelle la relation tranquillement. Donc on se rappelle que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse multiplié par la vitesse au carré. Donc du coup, EC est égal à 1/2 fois 425 10 puissance 3 que je multiplie par la vitesse au carré. Donc 320 sur 3,6, le tout au carré. Ce qui fait donc énergie cinétique pour le premier cas qui est égal à une grande valeur, vous allez voir. Donc ici, ça fait du 1,7 10 puissance 9 joules. On va faire pareil, on va chercher l'énergie cinétique en 2. Donc la deuxième énergie cinétique. Donc du coup, on rappelle les données qu'on a. Donc on a la chose suivante. Donc on a la masse. Donc ici, M', 270 tonnes. On a la vitesse ici, V1, qui est de 501,6 km/h. Ce qui veut dire 501,6 divisé par 3,6 mètres par seconde. On se rappelle la formule. EC2 égale 1/2 donc de la masse fois la vitesse du système au carré. Donc, du coup, EC2 égale 1/2 fois la masse fois du coup les 270 tonnes. Donc 270 fois 10 puissance 3 pour l'avoir en kilo. Multiplié par tout simplement 501,6 sur 3,6 au carré. Ça fait EC2 égale la chose suivante. Donc quand on effectue le calcul, on trouve 2,61 fois 10 puissance 9 joules, qui est inférieur à EC1. Or, vous savez que la distance d'arrêt, elle est liée à l'énergie cinétique, tout simplement. Pour s'arrêter, il faut bien pouvoir relâcher de l'énergie cinétique. Donc, plus on a d'énergie cinétique, plus on va mettre du temps à s'arrêter. Et donc, plus la distance d'arrêt va être importante. Voilà, vous voyez un peu le délire. Donc, du coup, ça justifie bien le sens d'évolution de la distance d'arrêt. Donc là, ça, je ne vais pas le noter. Vous pourrez le noter pareil à côté. Là, je ne le note pas parce que ça prend déjà beaucoup de place tout seul. Bon, ensuite, question 8, calculer la puissance électrique donc fournie par la caténaire au moteur électrique. Donc pour cela, on cherche Peelec. Donc, on va mettre ce qu'on a. Donc du coup, ici, tout simplement, on vous donne la valeur de l'énergie. Ok, enfin, là ici, donc, on regarde, soit on donne la valeur de l'énergie de la durée, ou soit on vous donne la valeur de la tension et de l'intensité. Donc, du coup, ici, on a la valeur de la tension. Donc ici, elle est de 31 kV, qui fait donc 31 fois 10 puissance 3 volts. On a la valeur de l'intensité. Donc la valeur de l'intensité ici, c'est 800 ampères. Et donc, on dégaine la relation Peelec égale 8. Donc la puissance électrique, c'est égal 31 fois 10 puissance 3 multiplié par 800. Ce qui veut dire la puissance électrique est égale donc tout simplement 2,5 fois 10 puissance 7 watts. Donc ça, c'est la puissance fournie au moteur de la rame, bien évidemment, lorsqu'elle fonctionne. Ensuite, il s'agit de compléter, question 9, la chaîne de puissance de la rame. Donc ici, on a les moteurs. Le moteur, le but, c'est de quoi? Il va recevoir de une puissance électrique. Et cette puissance électrique qu'il va recevoir, de par les rails, il va la convertir en deux formes de puissance. Donc en une puissance mécanique, qui va permettre de faire fonctionner l'ensemble des moteurs de la rame, et en une puissance tout simplement thermique, qui sera dégradée par effet Joule, comme d'habitude. Alors, ensuite, question 10. Exprimer puis calculer le rendement sur l'ensemble des moteurs de la rame expérimentale, et donc expliquer pourquoi celui-ci ne peut pas être supérieur à 1. Donc du coup, là, question 10. Donc, du coup, on va mettre ce qu'on cherche. Donc on cherche le rendement, qui se note phi. Donc pour cela, il nous faut la puissance électrique reçue. Donc P reçu, on va noter ça comme ça. Donc, du coup, on a dit c'était 2,5 fois 10 puissance 7. Ça, c'était la puissance reçue. C'est la puissance électrique qui est fournie au moteur. Et après, la puissance qui est restituée. Donc ici, c'est 19 600 kW. Ok. Donc, P, donc c'est la puissance utilisée. Donc ici, c'est 19 600 kW. Ce qui veut dire 19 600 fois 10 puissance 3 watts. Et donc le rendement, on va l'exprimer de la façon suivante. C'est la puissance
utilisée divisé par la puissance reçue. Ce qui veut dire que le rendement est égal à 19 600 10 puissance 3 que je divise par 2,5 10 puissance 7. Ce qui veut dire que le rendement est égal ici 0,78, soit du coup 78%. Et voilà, donc on a le rendement 78%. Alors pourquoi celui-ci ne peut pas être supérieur à 1? Tout simplement parce qu'en fait il s'agit du rapport entre la puissance reçue divisé par la puissance, c'est le rapport entre la puissance utilisée et la puissance reçue. Et comme de toute manière, lors d'une conversion d'énergie, on a des pertes d'énergie dues à l'effet Joule, et ben dans ce cas-là, la puissance qui va être utilisée sera nécessairement inférieure à la puissance donnée au système. Et donc du coup, c'est pour ça que celui-ci ne pourra jamais être supérieur à 1. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon, c'est toi en mathématiques et en sciences.